La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter. Je possède une île au large du Costa Rica. Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Bienvenue à Jurassic Park. Steve Bruzat, vous êtes donc en France pour la sortie de ce livre, Le triomphe et la chute des dinosaures. Vous êtes paléontologue, professeur à l'université d'Édimbourg. Et donc c'est ce règne incroyable de ces animaux que vous nous racontez. Et il y a, je crois, une date. Nous sommes en 1993. Jurassic Park sort sur les écrans et je crois que ce film a littéralement changé votre vie. Oui, j'avais 9 ans lorsque le film est sorti. Je me souviens l'avoir vu au cinéma, là où j'habitais, près de Chicago, et j'y suis allé avec mes frères et mon père. Ça n'a pas suscité un intérêt immédiat pour les dinosaures. Il a fallu que j'attende encore quelques années pour ça. Mais c'était néanmoins un moment magique. Voir le Tyrannosaure Rex à l'écran, c'était formidable. Ce dinosaure semblait réel, vivant. Bien que cet animal soit âgé de 66 millions d'années, on sentait la puissance du plus grand prédateur ayant vécu à la surface de la Terre. Et vous rêveriez de pouvoir accéder un jour peut-être à Jurassic Park si ça pouvait exister en vrai, ou quand même pas? No, absolutely not. Ah non, je ne rêve pas de ça du tout parce que ces dinosaures sont bien particuliers. Moi, je ne voudrais pas m'approcher d'un Tyrannosaure Rex. Le T-Rex, c'est un des animaux qui fait ma spécialité. Je voudrais pouvoir l'observer, comment il se déplace, qu'il mange, comment il ressent le monde autour de lui. Mais au bout du compte, c'était quand même un animal de la taille d'un autocar. Sa tête était de la taille d'une baignoire et avec des mâchoires incroyables. Je ne voudrais pas m'en approcher. Alors vous êtes paléontologue, Steve Bruzat, mais vous êtes aussi découvreur de dinosaures, puisque vous avez identifié plusieurs espèces, on va en parler avec vous dans un instant. Qu'est-ce que vous étudiez, vous, exactement autour de ces animaux ? I study a little bit of everything when it comes to dinosaurs. Je suis un peu touche à tout dans le domaine des dinosaures, mais j'étudie les mammifères, les crocodiles, les fossiles. Mais c'est surtout les dinosaures carnivores qui m'intéressent. Le T-Rex, le Velociraptor, donc les oiseaux que nous voyons aujourd'hui, ce sont des dinosaures. Et ça me fascine. Et moi, je veux comprendre comment l'évolution a fait des dinosaures des oiseaux. J'ai fait ma thèse là-dessus et je continue ces études dans ce sens, mais j'étudie également l'origine des dinosaures. Comment les dinosaures ont été très humbles et petits au début, puis ensuite sont devenus des géants et une espèce dominante. Et j'ai étudié également l'extinction des dinosaures, pourquoi ils ont disparu. Et c'est donc tous les aspects de l'histoire des dinosaures dont je parle dans mon livre qui m'intéressent. Mais pourquoi cet intérêt spécifique pour les carnivores alors ? Certains, tels que le T-Rex, sont des animaux les plus étonnants de l'évolution. En effet, il s'agissait d'animaux, j'avais déjà dit, de la taille d'autocars, qui pesaient 7 ou 8 tonnes, qui écrasaient les ossements de leur proie. Des animaux fascinants, des espèces de monstres romanesques, si vous voulez. Mais c'était des animaux réels qui peuplaient la Terre. Mais il y avait d'autres carnivores, Velociraptor, plus petits, qui avaient des ailes, donc, et ce sont ces animaux-là qui ont évolué pour devenir des oiseaux. Et parce que les oiseaux sont toujours autour de nous aujourd'hui, je me fascine à l'évolution telle qu'elle a transformé les dinosaures en ces oiseaux que nous connaissons tous et que nous chérissons. Mais le T-Rex, il n'a pas vécu évidemment pendant tout le règne des dinosaures, il n'en représente qu'une partie et qui arrive plutôt d'ailleurs à la fin du règne de ces animaux, et c'est pourtant eux qui ont marqué nos esprits. Et ce livre sert aussi finalement à réhabiliter toute la famille des dinosaures dans toute sa diversité. Yes, this is what we do in the book, and Oui, there en are effet. over Il y a 1,500 plus species de of dinosaurs that have 1500 been discovered. espèces de dinosaures qui ont probably été there were découvertes. millions, Peut-être qu'il y en if avait you think des about it. millions d'ailleurs. Because today En there effet, are over 10,000 aujourd'hui, species il y of a birds plus de alive 10 000 through espèces dinosaurs. d'oiseaux qui That's découlent des just today. dinosaures, donc, et ce n'est And qu'aujourd'hui. dinosaurs lived for Et over les dinosaures 150 million ont years. So if vécu you do pendant the plus de basic 150 math, you millions would d'années. predict Donc, si on fait nos there's calculs, on peut se dire qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'espèces. Et on en découvre de
plus en plus d'ailleurs, toutes les semaines d'ailleurs. À l'heure actuelle, on peut dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a quelqu'un en train de découvrir une espèce de dinosaure. Une fois par semaine en moyenne. La Chine, le Brésil, l'Argentine et ces pays en développement sont à l'avant de ces découvertes. Mais même en France, d'ailleurs, on en découvre. J'ai des collègues dans le sud de la France qui sont en train de découvrir des dinosaures. Et on en trouve également en Écosse, d'ailleurs. On en trouve un peu partout des dinosaures. Il y avait donc des dinosaures aussi en Écosse, c'est ce que vous soulignez, parce qu'ils étaient plutôt sur quelle partie du monde sinon les dinosaures ils vivaient partout où il y avait de la terre lors du Crétacé et du Jurassique. Et lorsque les dinosaures ont démarré, si je puis dire, il y a environ 130 millions d'années, le monde était différent. C'était le super continent, la Pangée. Donc il n'y avait qu'un seul continent qui allait du pôle Nord au pôle Sud. Et il n'y avait pas de glace, pas de glacier. Il faisait très chaud. Il y avait des déserts dans la Pangée. C'était très hostile comme environnement pour nous, j'entends. Et les dinosaures étaient petits, c'était de la taille d'un chat ou d'un chien. Et puis au fil du temps, ces dinosaures ont grandi et au fil du temps, ce supercontinent, la Pangée, s'est décomposé pour devenir les continents que nous connaissons lors du Jurassique et du Crétacé. Et les dinosaures étaient présents, ils se sont diversifiés à mesure que les terres se sont écartées. Et vers la fin du règne des dinosaures, il y a 66 millions d'années lorsque l'astéroïde a frappé la Terre. Il y avait des T-Rex en Amérique du Nord. Il y avait des petits dinosaures en France parce que la France, c'était une petite île à l'époque. Il y avait des dinosaures géants en Amérique du Sud et ainsi de suite. Et ça, c'était le monde que maîtrisaient les dinosaures. Ils étaient présents partout et évidemment, il y a eu une fin très brutale lorsque l'astéroïde a frappé la Terre. D'ailleurs, vous dites que c'est l'une des histoires les plus extraordinaires de notre planète, cette fin des dinosaures avec l'arrivée de l'astéroïde. Pour quelles raisons alors exactement? Parce que la Terre est quand même âgée de 4,5 milliards d'années. Pourquoi cet épisode-là en particulier représente un moment si singulier? Lorsque l'astéroïde a frappé la Terre, je pense que c'était la pire journée de l'histoire de la planète. 4,5 milliards d'années, ça c'est, vous l'avez dit, l'âge de notre planète. Mais c'était la pire journée celle-là. Parce que, imaginons que nous sommes là, comme ça, à la surface de la Terre, et déboule une astéroïde qui sort de l'espace dont le diamètre est de 10 km. La vitesse, c'est celle d'une balle qui sort d'un fusil. Elle arrive sur la Terre avec la force de plus d'1 milliard de bombes nucléaires. Ça fait un trou de 150 km de diamètre dans la croûte terrestre et instantanément, cela a dégagé des tsunamis, des séismes, des incendies, des éruptions volcaniques et le monde a changé en l'espace d'un instant. Donc c'est pas juste un astéroïde normal, c'est l'astéroïde la plus importante qui ait frappé la Terre en cours des 500 millions de dernières années. Donc, les dinosaures n'ont pas eu de bol, parce que c'est l'astéroïde qui a interrompu leur vie sur Terre. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques mois, une étude était sortie dans Nature, dans le magazine Nature, sur le fait que le déclin des dinosaures avait commencé, cela dit, bien avant la chute de l'astéroïde, notamment en raison d'un refroidissement de la Terre. Et puis, ça a expliqué que les herbivores avaient commencé à décliner, donc les carnivores déclinaient derrière puisqu'ils ne pouvaient plus manger. Vous validez cette étude-là ? No, I don't think so. I do know this study. Je suis pas d'accord. Je connais l'étude, bien entendu. C'est une étude statistique qui porte sur des bases de données de fossiles et puis des outils analytiques. C'est un petit peu comparable à ce que l'on fait en maths pour analyser la bourse, vous voyez, pour dégager des tendances au fil du temps. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je crois que l'analyse ne tient pas vraiment la route. Et il n'y a pas de preuves qui nous montrent un déclin des dinosaures avant l'astéroïde. Et moi, j'ai collecté des infos sur des dinosaures au Montana, au Nouveau-Mexique. Il y avait des herbivores, des carnivores, des gros dinosaures, des petits dinosaures, des dinosaures à plumes. Ils étaient présents partout sur la planète. Donc non, en résumé, je crois vraiment que les dinosaures maîtrisaient encore la situation et tout s'est interrompu au moment de l'astéroïde. Mais c'est encore un débat. Il y a un débat
scientifique tout à fait sain. Et moi, j'ai hâte de voir de nouvelles études, de nouvelles analyses et de nouvelles techniques pour nous montrer de nouvelles choses fort intéressantes. Steve Bruzat, sans cet astéroïde, est-ce qu'on aurait pu imaginer que le gigantisme des dinosaures se soit poursuivi ou pas? Ah oui, moi il me semble bien, oui. Et je crois que l'histoire de la Terre a connu un point de bascule au moment de l'astéroïde. Si l'astéroïde, plutôt que de frapper la Terre, si on avait échappé à l'astéroïde, T-Rex, le Triceratops, qui était présent lors de l'astéroïde, je suis certain que ces dinosaures auraient continué à vivre, ils auraient continué à évoluer, ils auraient changé à mesure que l'environnement a évolué et à mesure que les continents se déplacent. Mais je ne vois pas pourquoi les dinosaures auraient eu des problèmes. Ils avaient déjà vécu plus de 150 millions d'années. Ils avaient déjà survécu à des éruptions volcaniques, des séismes, des températures très élevées, des températures très basses. Mais ce qui aurait été différent quand même, c'est que nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là à discuter à France Inter parce que ce sont les mammifères qui ont profité de l'extinction des dinosaures, de petits mammifères qui vivaient auprès des dinosaures, mais ils n'étaient pas très impressionnants, ces mammifères. C'était pas très important. Ils vivaient dans l'ombre, la taille de souris ou de rat. Lorsque l'astéroïde est arrivé à balayer les dinosaures, les mammifères étaient libres, enfin. Et ils ont évolué très rapidement. Ils ont grandi. Et très peu de temps après l'extinction des dinosaures, on trouve des fossiles des premiers primates. Là, on parle de centaines de milliers d'années après l'extinction. Ce sont des primates, nos ancêtres. Et ils ont évolué parce que, justement, l'astéroïde a balayé les dinosaures. Une dernière question avant de se séparer. Vous avez découvert une dizaine d'espèces de dinosaures. Quelle est celle dont vous êtes le plus heureux, le plus fier? À vrai dire, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec des collègues incroyables partout dans le monde. Nous travaillons en collaboration. On ne travaille pas seul. On ne découvre pas des dinosaures seuls. C'est pas Indiana Jones. Faut se sortir ça de l'esprit. Et par ailleurs, lorsque l'on découvre un dinosaure, généralement, les dinosaures étant si grands, il faut une équipe de personnes pour trouver tous les autres. Donc moi, j'ai travaillé avec des collègues incroyables aux États-Unis, au Brésil, en Chine, dans de nombreux pays en Europe. On a découvert des choses incroyables ensemble et je dois dire que cette découverte que nous avons faite il y a 2 ans en Écosse, c'était un site avec plus de 100 empreintes de pieds et de mains, mais les premiers dinosaures géants, donc c'est au Jurassique, ces dinosaures étaient de la taille de 3 éléphants, les premiers vrais dinosaures géants. Et nous avons les infos en Écosse sur l'île de Skye, dans les Hébrides. C'est pas loin de l'université où j'enseigne, à Édimbourg, où je vis et où je passe ma vie. Et je dois dire que ce moment a été un moment tout à fait privilégié pour moi. Et comment il s'appelle ce dinosaure? Il ne prend pas de nom d'espèce parce que nous n'avons que les empreintes de pieds et de mains et quelques ossements. Donc on ne sait pas vraiment. Donc à chaque fois qu'on se rend sur Skye, j'étais il y a 15 jours d'ailleurs, on espère trouver le squelette de ce dinosaure. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra lui donner un nom. Mais nous avons un nouveau squelette d'un ptérodactyle d'Écosse. Et après cette interview, je vais être en communication avec un collègue et nous en parlerons encore. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de trouver ce squelette de dinosaure. Steve Bruzat, en attendant, on peut lire donc cet ouvrage qui sort en traduction française chez Quanto. C'est Le Triomphe et la chute des dinosaures, la nouvelle histoire d'un monde oublié, un chef-d'œuvre selon le Washington Post. Incroyable. Merci beaucoup d'être venu dans La Terre au carré. Merci beaucoup. Et merci Xavier Combe pour la traduction. Un plaisir. La Terre au carré. Mathieu Vidard.